j'aimerais simplement faire un court résumé de l'hypnose, de l'histoire de l'hypnose. Parce que c'est important, si on veut comprendre l'hypnose, il faut savoir d'où ça vient. D'accord ? C'est pas venu d'aujourd'hui, quoi. C'est quelque chose qui a été pratiqué dans les temps anciens, hein. Dans la plus haute antiquité. On retrouve ça chez les Grecs, dans différentes légendes grecques. On retrouve ça aussi dans le yoga, hein, ce qu'on appelle le yoga nidra, c'est parce qu'il existe différents types de yoga. Et le yoga nidra est une forme aussi d'hypnose. Et puis on retrouve aussi cela dans la méditation orientale. Il faut savoir que ce qu'on appelle la transe hypnotique, on la retrouve aussi chez les chamans. D'accord ? Les chamans qui avaient recours à la transe dans des rites ésotériques dans le but de guérir. Moi, ce que c'est ce que c'est un chaman, d'accord ? C'est quelqu'un qui a des croyances animistes, qui croit dans le monde des esprits, qui est intermédiaire avec les esprits et qui, à l'époque, avait un certain pouvoir de guérir, que les gens venaient consulter pour la guérison, etc. Ils pouvaient guérir de manière spirituelle, mais aussi au travers de plantes, etc. Les druides aussi qualifiaient l'état de transe de sommeil magique. Les Indiens d'Amérique et certaines cultures africaines reconnaissent l'effet hypnotique du son du tambour et de la danse qui agit sur les hommes au point de libérer leur inconscient. D'accord ? Donc, la musique aussi peut hypnotiser. Il est établi que si on prend une guitare et qu'on fait toujours les mêmes accords, ça peut hypnotiser. D'accord ? Donc, c'est pour ça qu'il y a des gens qui font des expériences au travers de la musique, de trance. On peut rentrer en transe au travers de la musique. L'histoire contemporaine de l'hypnose, donc là je parlais plutôt de l'Antiquité, des temps passés, elle remonte au XVIIIe siècle avec les découvertes du médecin viennois franc-maçon Franz Anton Mesmer. Donc toujours je le dis, à faire la différence entre le Mesmer actuel. D'accord ? C'est lui qui élabora, d'accord, ce qu'il appela premièrement, avant d'appeler le terme hypnose, lui il appela le magnétisme. Et donc lui il a établi la théorie de ce qu'on appelle le magnétisme animal. C'est-à-dire, il a démontré la transmission d'un fluide magnétique d'un sujet à un autre, qui permettait aux gens de rentrer dans un état d'hypnose. Donc il établit un lien avec le malade auquel il va opérer des passes magnétiques pour faire entrer la personne dans un état d'hypnose pour purger son mal. D'accord ? C'est comme ça qu'il disait à l'époque. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce Mesmer, il a sorti quelque part, parce qu'il était médecin, hein, il a réussi à sortir l'hypnose de ce qu'on le qualifiait plutôt dans le domaine occulte avant. Et lui, en tant que médecin, il a plus connu dans un domaine thérapeutique. Donc, il a vulgarisé l'hypnose dans le domaine thérapeutique et les gens ont plus pratiqué l'hypnose dans le domaine de la médecine. Ça va ? Ok. Et il faut savoir que ce Mesmer était passionné par l'occultisme. Bertrand Meust, spécialiste de la parapsychologie, a dit qu'on peut considérer que l'hypnose est une redécouverte de la pratique des magnétiseurs par des médecins, épurée de certains phénomènes jugés occultes et bien sûr inacceptables par l'Académie de médecine. Donc cet homme dit, on a sorti l'hypnose, on l'a mis dans la médecine et on l'a épuré de certains phénomènes occultes qui permettaient aussi l'hypnose. Donc ça, c'est ce qu'ils disent. Et puis en France, l'hypnose s'est répandue au travers d'un homme qui s'appelle Jean-Martin Charcot, qui va développer cette école à la Salpêtrière, donc à Paris. Et l'un de ses élèves était Freud. Et comme je l'ai dit, Freud, lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va dire l'hypnose, j'abandonne. Donc lui, il va établir la psychanalyse. Et l'hypnose, pendant à peu près 2 siècles, a été délaissée en France. Jusqu'à ce qu'un psychiatre et psychologue américain, qu'on appelle Milton Erickson, amène un renouveau dans l'hypnose. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la plupart des médecins pratiquent ce qu'on appelle la méthode de Milton Erickson dans l'hypnose. Et il faut savoir que Erickson avait certaines particularités que l'on peut qualifier d'état de médiumnité dans ses intuitions. Donc, c'est-à-dire qu'il avait certaines intuitions qui relevaient d'un médium.
D'accord? Il dira par exemple, en 1977 dans un article, quand il y a une question cruciale à propos d'un patient et que je ne peux pas passer à côté du moindre détail, alors qu'est-ce que je fais? Je rentre en transe. D'accord? Donc il se met dans un état de transe pour percevoir certaines choses sur son patient. Et le but de ce que va établir Erickson, pour lui, c'est que dans le subconscient de l'homme, quand il va le chercher dans l'hypnose, il atteint le subconscient de l'homme et il va amener certaines ressources qui se trouvent dans le subconscient pour pouvoir l'aider dans son mal, pour son bien-être, etc. Et là, il va rentrer, en opposition avec la vision de Freud du subconscient, parce que pour Freud, le subconscient est principalement lié à notre mal, alors que lui, Erickson établit qu'il y a du bien majoritairement dans notre subconscient.